Schönen guten Abend. Bonsoir. Nous allons commencer. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à cette présentation de notre premier rapport sur la situation des enfants. Je m'appelle Christiane Mayer. Je suis responsable de la Direction générale du secteur de l'enfance. Il s'agit d'une direction générale du ministère de l'Éducation qui s'occupe du rapport sur la situation des enfants au Luxembourg qui vous sera présenté aujourd'hui. Le rapport, en tant que tel, a une base légale, la loi sur la jeunesse, qui a été adoptée en 2016. Tout d'abord pour le plan cadre sur l'éducation, qui depuis est contraignant pour l'éducation non formelle pour l'enfance et la jeunesse. Et nous avons saisi cette occasion pour donner une base juridique au rapport sur la situation des enfants au Luxembourg. Comme pour la jeunesse, tous les 5 ans, un rapport doit être élaboré sur la situation des enfants au Luxembourg pour tirer des constats pour pouvoir mener une politique fondée sur des éléments probants. En 2018, nous avons entamé ce travail et avec les collègues de la jeunesse, nous nous sommes penchés sur le thème du bien-être. Et puis, nous avons suivi une autre voie que les collègues qui s'occupent du rapport jeunesse. Nous sommes posés plusieurs questions. Tout d'abord, la pratique non formelle, à quel point est-elle participative? En effet, l'un des principes du plan cadre de l'enfance, c'est la participation des enfants et il s'agissait de voir comment se vit l'autodétermination sur le terrain. Un premier contrat a été conclu avec l'Université du Luxembourg pour réaliser une étude ethnographique sur le terrain de la pratique non formelle. Et cette étude ethnographique sur le terrain a été mise en œuvre par Nicole Heckel, éducatrice graduée et collaboratrice scientifique auprès du Centre de recherche pour l'enfance et la jeunesse auprès de l'Université de Luxembourg. Cette étude a été mise en œuvre par Nicole Heckel sous la direction du professeur Sacha Neumann, derrière moi, Sacha Neumann, avec lequel nous coopérons depuis longtemps, travaillé pour l'Université du Luxembourg, mais depuis 2020, il est enseignant à l'Université de Tübingen pour les sciences de l'éducation. Alors, nous ne voulions pas élaborer un premier rapport sur les enfants sans consulter les enfants. Et nous avons donc conclu un deuxième contrat avec le LISER pour réaliser une enquête représentative avec des enfants âgés de 8, 10 et 12 ans en deux vagues pour comprendre comment se sentaient les enfants. Cette étude représentative a été réalisée par Madame Audrey Bousselin, chercheuse auprès du département conditions de vie du LISER. Et pour boucler la boucle, nous avons ensuite décidé de confier la coordination de ces travaux à Sacha Neumann. Et donc, Sacha Neumann a intégré les deux études. Le rapport sur la situation des enfants a été créé grâce à l'apport des 3 auteurs et également grâce aux contributions du groupe de travail. La question de la cohérence était essentielle pour nous dès le départ. Donc voilà, quelques informations sur l'élaboration de ce rapport sur la situation des enfants. Et je vais encore simplement vous présenter le programme de ce soir. Une petite introduction, ou une introduction, disons, du ministre Claude Meisch, et puis la présentation du rapport sur la situation des enfants au Luxembourg. Les 3 auteurs présenteront leur partie et dans leur langue. Les 2 premières contributions se feront en allemand et la 3e contribution se fera en français. Et c'est la raison pour laquelle nous avons prévu une interprétation simultanée. Le canal, si vous écoutez l'allemand, c'est sur le canal 1 et le français sur le canal 2.
Après la présentation du rapport, vous aurez l'occasion de poser des questions aux auteurs. Et puis, nous voulions proposer un cocktail à partir de 8h moins le quart et pour que nous puissions discuter et lever nos verres à ce rapport sur la situation des enfants. Voilà, nous nous réjouissons d'accueillir le ministre Claude Maïch pour l'introduction. Et sans plus attendre, je lui cède la parole. Merci. Ja, vielmals mehr. Merci beaucoup, Christiane, chers tous. Tout d'abord, je suis ravie que nous disposions d'un rapport sur la situation des enfants. Il complète nos efforts, notre compréhension de la situation des enfants pour recueillir des informations, des données très concrètes, parce que si nous voulons faire de la politique sans information, eh bien, on le ferait simplement sur la base d'opinions. Les opinions varient, sont souvent conflictuelles et on n'arrive pas vraiment à avancer. C'est la raison pour laquelle dans le cadre de nos attributions, d'élaborer régulièrement des rapports scientifiques ou de les confier à des personnes qui les élaborent pour nous, pour pouvoir baser la politique que nous menons sur des constats qui peuvent être tirés à partir de ces études. Donc, le rapport sur l'éducation, le rapport sur la jeunesse, les résultats des épreuves standardisées qui montrent quelle est la situation dans les écoles. Et ce rapport est donc élaboré pour la première fois. C'est un rapport qui nous donnera ou qui nous a donné certainement des informations très utiles. Et dans un tel rapport, il y a beaucoup plus d'éléments de détail que l'on ne pourrait présenter ce soir au cours de cet événement ou d'une conférence de presse. Donc, ça vaut la peine de lire l'esprit tranquille ce rapport national parce qu'on y trouve toujours des sources d'inspiration. Je suis ravie et c'est une coïncidence, ce n'était pas vraiment prévu, mais je suis ravie que ce rapport couvre la période de la pandémie. C'est un atout de ce rapport. Un rapport sans donner la parole aux enfants ne serait certainement pas conforme à nos ambitions. Et ce rapport sur la situation des enfants reprend les voix des enfants. Nous entendons les voix des enfants avant la pandémie, à partir de 2019, et également pendant la pandémie en 2021. Et je pense que ça nous donnera une bonne vue d'ensemble. Ce qui est intéressant aussi, et encore une fois, ce n'était pas prévu comme cela, mais c'est une coïncidence heureuse. Nous mettons ici l'accent sur le bien-être et également sur la participation. Et ces deux éléments ont été mis à mal ces 2 dernières années, le bien-être des jeunes, la participation des jeunes, de nous tous, était extrêmement limitée. Nos libertés étaient restreintes. Et pour les jeunes, pour les enfants, c'était parfois peut-être encore un peu plus difficile de comprendre toutes ces restrictions, de les appréhender et de les évaluer, de comprendre ce que cela fait avec nous, de comprendre les raisons. Et les résultats, je ne vais pas les dévoiler. Ils vous seront présentés par les experts. Et contrairement à ce que nous pensons souvent quand il s'agit du bien-être des enfants, les enfants n'ont pas constaté un grand impact de la pandémie sur leur vie, mais nous pouvons ici recueillir d'autres constats. Le bien-être des enfants est fortement lié à la situation familiale. Alors, par exemple, pour les familles monoparentales, le bien-être est en deçà comparé
aux autres familles. Et les enfants, pour les enfants, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une influence sur leur environnement de vie grâce à leur engagement, grâce à leurs décisions. C'est important pour eux que de pouvoir discuter, d'être pris au sérieux par l'environnement et que l'environnement réagisse à ce qui est important pour les enfants. À ce moment-là, les enfants se sentent mieux. Ce sont donc des, des révélations importantes pour la politique, mais également pour tous ceux qui travaillent avec des enfants. Et nous nous posons souvent la question, nous, en tant qu'adultes, que pouvons-nous faire mieux pour que les enfants se sentent bien, comme nous nous posons cette question chaque jour en rentrant chez nous à la fin de la journée pour essayer de faire un tout petit peu mieux le lendemain. Maintenant, je pense que nous allons recueillir beaucoup d'informations sur ce que nous pourrons faire mieux à l'avenir grâce à ce rapport. Merci. Herr Minister Maisch, vielen Dank für die. Monsieur le ministre Maisch, merci pour cette allocution d'introduction. Pour présenter le rapport national sur la situation des enfants au Luxembourg dans cette salle généreuse que le ministère a réservée. Merci pour l'excellente préparation et pour l'excellente organisation. En tant que coordinateur du premier rapport sur la situation des enfants, cela s'est passé sans heurts en coulisses. Un grand merci. J'aimerais remercier à tous ceux qui sont venus ce soir pour écouter la présentation du premier rapport sur la situation des enfants au Luxembourg. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous raconter l'élaboration de ce rapport, différentes parties de l'étude et élaborer le concept du bien-être qui était à la base du travail qui nous a occupés ces 3 dernières années. Tout d'abord, l'objet du rapport. De manière générale, la situation de vie des enfants, des jeunes âgés entre 0 et 12 ans. Le rapport portait sur le bien-être des enfants, child well-being en anglais, bien-être des enfants. Et Christiane Mayer l'a dit, nous reprenons également quelques sujets traités dans le rapport de la jeunesse 2020, qui, lui aussi, s'occupait du bien-être des jeunes au Luxembourg, mais la tranche d'âge était différente, de 12 ans à 29 ans pour le rapport sur la jeunesse. Avec ce rapport national, nous prenons une approche globale. Donc, nous voulons vraiment tenir compte de plusieurs aspects de la vie, la famille, les temps libres, l'école, le bien-être dans le cadre scolaire et les activités extrascolaires, les structures d'éducation non formelles, les services d'éducation et d'accueil qui jouent un rôle de plus en plus important et qui sont importants dans ce rapport. Ensuite, le bien-être sur la base de différentes dimensions. Donc, ce concept englobe différentes dimensions. Tout d'abord, la satisfaction générale de vie. Et là, il existe beaucoup d'études internationales sur le bien-être des enfants. Des sentiments positifs, négatifs, le sentiment de sécurité des enfants dans différents contextes de vie, leur expérience en termes de participation, autodétermination, participation, expérience d'appartenance dans la famille, à l'école et dans le secteur de l'éducation non formelle. Donc nous avons ici un spectre assez large en tenant compte du point de vue des enfants. Les enfants étaient les principales personnes interrogées dans cette étude. Les activités des enfants étaient à l'avant-plan de nos analyses et de notre collecte de données.
Et puis, il ne faut pas oublier non plus que tout au long de l'élaboration de ce rapport, donc entre 2018 et 2021, une pandémie a frappé le monde entier et a eu une incidence sur la vie de tout un chacun, enfin, a fortement influencé la vie de tout un chacun, y compris les enfants. Et puis en 2020, les écoles ont fermé leurs portes et jusqu'en 2021, il y a eu des restrictions sur le quotidien des enfants. Il ne s'agit pas ici d'un rapport sur la pandémie. Non, ce n'est pas non plus la pandémie qui a donné lieu à l'élaboration de ce rapport, même si cela a été indiqué ainsi dans la presse. Non, ce n'est pas le cas. Non, la pandémie s'est produite ou est survenue dans cette période. Mais nous nous sommes dit également que ce rapport ne serait pas crédible si la phase de la pandémie n'aurait pas été prise en compte, notamment ses conséquences sur les enfants et le quotidien des enfants. Donc il est important de couvrir ce volet et nous l'avons fait dans le cadre d'une enquête supplémentaire réalisée en 2021. Mais il ne s'agit pas d'un rapport qui porterait exclusivement sur la pandémie. Il y a déjà d'autres études qui ont été élaborées au Luxembourg, auxquelles j'ai participé avec Madame Claudine Kirsch. Alors, comment le rapport a-t-il été élaboré? Alors, la période de référence 2018-2021, la collecte des données a été effectuée entre 2019 et 2021, avant la pandémie et après la pandémie. Et il s'agissait d'une coopération entre plusieurs organisations. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enfance, de la jeunesse a confié ce projet à plusieurs institutions. L'Université de Tübingen, mon employeur actuel, qui a joué le rôle de la coordination scientifique, puis l'Université du Luxembourg et le Centre pour la recherche sur les enfants, représenté par Madame Henkel, et l'Institut luxembourgeois pour la recherche socio-économique, le LISER, représenté par Madame Audrey Bousselin, qui était responsable pour l'étude quantitative. 3 auteurs, un auteur au masculin, 2 auteurs au féminin, derrière moi. Du côté du ministère, des membres de la Direction générale du secteur de l'enfance ont fait partie du groupe de travail qui ont géré en quelque sorte le processus. Donc l'équipe de Christiane Mayer qui vous a accueilli ici ce soir. Pourquoi un rapport sur la situation des enfants au Luxembourg? Madame Mayer l'a évoqué. Il y a un cadre juridique. Le ministre compétent doit présenter tous les 5 ans un rapport au Parlement sur la situation des enfants au Luxembourg, l'article 15 de la loi modifiée relative à la jeunesse. Et il y a en fait 2 instruments au Luxembourg pour ce faire. Le rapport sur la jeunesse établi depuis 10 ans, qui couvre les jeunes âgés entre 12 et 29 ans, et maintenant, pour la première fois, un rapport sur les enfants qui couvre donc cette tranche d'âge plus jeune de 0 à 12 ans. Et ce sont les 2 instruments qui constituent donc la base au Luxembourg. Il existe un 3e instrument important, le ministre l'a évoqué, le rapport sur l'éducation au Luxembourg qui est réalisé tous les 3 ans. Quelle est la responsabilité entre ce rapport et celui sur l'enfance? Ce n'est pas pour faire une délimitation, mais tout simplement pour que ce soit bien compréhensible. Le rapport éducation porte sur le système éducatif. Le rapport sur l'enfance ne porte pas sur le système éducatif, mais sur la situation de vie des enfants. Et bien sûr que l'école en fait partie intégrante et donc reprise dans le rapport, mais il ne s'agit pas ici d'un rapport sur le système éducatif. Il ne faudrait pas confondre les 2 rapports. Donc ici, il s'agit de la situation de vie des enfants. Alors, qu'entendons-nous par bien-être des enfants? Là, nous nous appuyons sur les discours scientifiques. Le bien-être des enfants est un concept multidimensionnel. C'est ainsi que nous l'avons analysé, d'ailleurs.
Nous avons examiné la satisfaction générale de vie des enfants, mais également la satisfaction des enfants dans certains domaines importants de leur vie. Donc, la famille, l'école, l'éducation non formelle, les relations amicales, les activités de loisirs, etc., les expériences de codécision. Et puis, nous avons également mis l'accent sur les émotions positives et négatives. Donc, le bien-être psychologique, pourrait-on dire, émotions positives et négatives concernant sa propre personne, concernant l'image de soi, mais également l'environnement social et l'expérience avec des personnes de référence, les sentiments positifs et négatifs, la joie, la confiance, le stress, la tristesse, la solitude pour les émotions négatives. Nous avons donc posé des questions ciblées sur ces émotions. Et pour nous, il était important d'analyser les liens entre ces différentes dimensions du bien-être et d'examiner donc les différents aspects de la vie des enfants. Parce que l'on ne peut pas dire au Luxembourg, c'est comme partout. Non, il faut tout d'abord examiner ce qui est particulièrement important pour le Luxembourg. Qu'est-ce qui est le plus important pour les enfants au Luxembourg? Donc, nous avons examiné les liens entre la satisfaction de vie générale et la satisfaction à l'école. Y a-t-il un lien ou non? Les enfants heureux à l'école sont-ils plus satisfaits de leur vie? Donc, nous avons examiné ces aspects. Dans l'ensemble, les études sur le bien-être des enfants sont réalisées depuis 20 ans. C'est un champ d'études qui couvre plusieurs domaines. Ça ne se fait pas dans une tour d'ivoire, mais sur le terrain, proche de la pratique professionnelle et de la politique. Et il y a également des débats méthodologiques, comment recenser au mieux le bien-être. Il y a même des controverses. Nous avons examiné tout cela et nous avons donc pris une décision pour le Luxembourg. Mais ce qui était important pour nous, c'était d'examiner plusieurs aspects, plusieurs facettes. Et donc, nous nous sommes fondés sur un modèle socio-économique du bien-être qui tient compte de plusieurs aspects et qui est utilisé au niveau international. Je pense à une étude sur la jeunesse 2020 de l'UNICEF, par exemple, qui portait sur le bien-être des enfants, le bien-être comme un résultat. Donc l'environnement social, il y a également des aspects un peu plus éloignés, le contexte politique. Donc nous n'avons pas tout examiné dans le détail, mais nous avons plusieurs niveaux d'examen, donc les expériences des enfants, la position de l'enfant, la famille, les services d'éducation et d'accueil. Et puis nous avons également tenu compte de certaines conditions cadres, certaines conditions sociales. Alors, il y a des cadres politiques qui influencent la vie des enfants et qui doivent être pris en compte, des éléments donc, qui influencent la vie des enfants, tout comme le plan cadre national. Donc, nous avons examiné cela dans le cadre de l'étude qualitative et puis la pandémie dans son contexte social qui a influencé grandement le quotidien. Il y a eu non seulement des conséquences sanitaires, mais également des conséquences sociales. Et comment est-ce que cela a modifié le bien-être des enfants? Nous l'avons examiné également. Bien. Très brièvement sur les données. Alors, nous avons analysé le bien-être des enfants à partir de deux études. Tout d'abord, une étude qualitative sur le terrain, la
pratique du cadre national, inclusion et participation des enfants dans le quotidien des structures d'éducation et d'accueil non formel. Et donc là, il s'agit de l'éducation non formelle qui est devenue de plus en plus importante pour les enfants au Luxembourg ces dernières années. Et, et, et une étude quantitative qui portait sur les enfants de 8, 10 et 12 ans. Nous nous sommes posé la question comment entrer davantage dans le détail. C'est difficile d'un point de vue méthodologique, mais le fait que nous ayons organisé une étude d'observation sur place, nous avons donc pu avoir une idée de l'expérience de vie des enfants. Alors, point de départ pour l'étude quantitative. Nous savons qu'il y a un lien entre bien-être, participation et appartenance. Et c'était d'ailleurs le point de départ théorique. Et à partir de là, nous avons vu que faisaient les structures d'éducation et d'accueil non formel et comment elles contribuaient à la participation des enfants. Et dans quelle mesure le quotidien est forgé par les enfants dans ces structures. Deuxième étude, l'étude quantitative. Là, des données ont été recueillies par des enquêtes sur le bien-être des enfants au Luxembourg et le projet effet de la COVID-19. La contribution est en français dans le rapport. L'auteur est Madame Audrey Bousselin de l'ISER. Il s'agit d'une enquête représentative, une enquête en ligne en 2 vagues avec un questionnaire rempli pour la première fois en 2019 par des enfants âgés de 8, 10 et 12 ans et à nouveau en 2021 par les mêmes enfants qui, à ce moment-là, avaient 10, 12 et 14 ans. Et ainsi, nous avons pu tout de même comparer les enfants âgés de 10 et 12 ans en 2019 et en 2021 et ainsi obtenir des informations sur l'évolution du bien-être des enfants pendant la pandémie. Le questionnaire est un instrument qui est utilisé à l'heure actuelle dans 40 pays. Ce questionnaire a été repris, un peu adapté au contexte luxembourgeois, mais il s'agit d'un questionnaire de l'étude Children's World qui est donc utilisé dans 40 pays et produit des données comparables. Donc il est possible de comparer les pays sur la base de ces données. Bien. Il s'agit des différentes dimensions du bien-être, évolution depuis la pandémie. Alors, qu'est-ce qui est important pour le bien-être des enfants au Luxembourg? Quels sont les facteurs importants et les tranches d'âge? Donc, comme je vous le disais, 8, 10 et 12 ans. Particularité, pour résumer, le point de vue subjectif des enfants joue un rôle essentiel dans le rapport. Il existe des informations qui portent sur la pandémie et qui montrent les répercussions sur le bien-être des enfants. Et donc, nous avons intégré le secteur de l'éducation non formelle au Luxembourg. Pour rappel, il s'agit du premier rapport sur la situation des enfants au Luxembourg, un travail pionnier qui a été réalisé avec plaisir. Les enfants ont été interrogés, leur quotidien était à l'avant-plan. Et c'est remarquable. C'est encore assez rare sur la scène internationale. Ce ne sont pas ici des enseignants, des parents qui ont été interrogés, mais des enfants directement. Et le ministre l'a dit, nous comblons une lacune importante sur la recherche portant sur l'enfance au Luxembourg. Et nous espérons pouvoir fournir des constats importants pour une politique basée sur des éléments probants
pour élaborer des pratiques dans les différentes structures. Je cède la parole à Nicole Heckel qui va vous présenter l'étude qualitative. Ja, danke. Merci beaucoup, Sacha. Je souhaite également la bienvenue. J'aimerais vous donner, vous parler du chapitre co-créer le quotidien, la participation et l'inclusion des enfants au Luxembourg. Nous avons des données que nous avons recueillies dans des dans des structures collectives de l'éducation non formelle au Luxembourg. On a regardé est-ce que les enfants ont la possibilité d'avoir un sentiment de codécision, de participation dans leur quotidien. Je vais vous montrer certains exemples de participation et d'inclusion dans le quotidien et également vous donner les données et notre approche scientifique. Sur base de notre approche, on a vu comment est-ce que les enfants peuvent participer à la création de leur quotidien. Et à la fin, j'aimerais vous donner quelques conclusions centrales en ce qui concerne le bien-être, l'appartenance sociale des enfants et des conséquences éventuelles pour la pédagogie pratique en ce qui concerne justement la participation des enfants. Lorsqu'on a fait des recherches sur la participation des enfants, on a toujours dit qu'il faut, normalement, si l'autodétermination est grande, alors il y a beaucoup de satisfaction. On a vu que la participation et l'inclusion jouent un rôle important pour les processus d'éducation et de développement des enfants. Cela se montre clairement lorsqu'on regarde les structures d'accueil avec les yeux des enfants. Par exemple, autodétermination, codécision, être mis en valeur sont pour eux des critères très importants en ce qui concerne vraiment l'opinion des parents, des enfants par rapport à leur structure d'accueil. On voit donc que l'inclusion et la participation dans les structures d'accueil devient de plus en plus importante également ici au Luxembourg dans le plan cadre de l'éducation des enfants et des jeunes qui donne les points forts pour les structures d'accueil. Et lorsqu'on regarde le plan national de plus près, on voit que la participation des enfants est un lien très fort avec le bien-être. Pour se sentir bien dans leur peau, il faut que les enfants, les jeunes aient la possibilité de veiller à leurs besoins. Ils doivent avoir le sentiment d'appartenance, de participation, mais également d'autonomie. Maintenant, lorsqu'on parle du bien-être des enfants, alors on parle également des droits de l'enfant et également de la participation et de l'appartenance, de l'inclusion dans les structures d'accueil. Le sujet de la participation est d'actualité depuis 1989, lorsque la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant a été adoptée. Avec cette Convention sur les droits de l'enfant, les enfants sont des entités légales propres. Et le droit des enfants au bien-être, à l'inclusion, à la participation sont donc un droit universel. On demande donc que les droits des enfants et l'inclusion soient mis en œuvre dans le cadre des possibilités de participation données aux enfants. Dans la discussion pédagogique, c'est évident que la participation et l'inclusion sont des éléments centraux d'une excellente pratique dans le cadre de la prise en charge des enfants. Mais dans le domaine de l'éducation, l'inclusion signifie une même possibilité de participer. Mais dans ces organisations, l'inclusion dans ces institutions, ces structures d'accueil
est plutôt de pouvoir participer aux jeux et également aux initiatives éducatives. Dans le domaine de l'éducation, l'inclusion, c'est plutôt la participation à l'offre éducative dans les structures d'accueil. Par contre, l'inclusion, c'est la participation. En ce qui concerne le lien entre participation et inclusion, cela veut dire que la participation fait partie de l'inclusion. C'est en fait le mode de réaliser l'inclusion au quotidien. Bon, on ne peut pas dire que ce sont des synonymes, mais ces notions se recoupent quand même lorsqu'on parle des structures d'accueil. Et la participation, c'est vraiment le moyen pour justement garantir l'inclusion au quotidien. Et ceci est basé sur une notion d'inclusion très large, pas seulement pour des gens avec un handicap, mais toutes les personnes de toute origine sociale et autres approches pour leur donner vraiment une chance égale en ce qui concerne l'éducation. Les données de base sont du projet la pratique du plan national des enfants et jeunes qui ont été recueillis en 2018, entre 2018 et 2021 à l'Université de Luxembourg. Les aspects centraux de cette étude ont été relevés dans le chapitre et on a pris les protocoles des données des participants. Et en tout, on a on a participé au quotidien dans 7 structures d'accueil entre novembre 2018 jusqu'en juin 2021. C'est-à-dire également lors de la pandémie. Les structures qui ont participé au projet ont été choisies selon certains éléments. Tout d'abord, des structures conventionnées avec l'État. Et puis, on a cherché des structures avec des grands organisateurs, mais également des petits organisateurs. Et puis, on a vu, est-ce que ce sont des structures... On a également fait des recherches auprès de structures privées qui n'ont pas de convention avec l'État. Et nous avons également vu les assistants parentaux et puis nous avons vu la conception générale et nous avons regardé est-ce que la participation et l'inclusion, à quel niveau est-ce qu'ils jouent un rôle. Et puis on a vu toute cette grande diversité de situations dans les différentes structures. Par exemple, le jeu libre, le repas à midi, les offres pédagogiques, toutes ces activités quotidiennes ou activités plus spécifiques. Et puis, on a eu un certain nombre de données qu'on a pseudonymisées pour justement garantir l'anonymité. Et puis, avec le codage et le contrastage, on a choisi une grounded series. Pour ce qui est des résultats de notre projet, nous avons fait des questions analytiques, comme par exemple, comment est-ce que les enfants perçoivent leur possibilité de participation ou leur possibilité d'influencer ce qui est fait dans les structures d'accueil et ce qui est fait par les éducateurs et éducatrices, et où est-ce que les enfants veulent, par exemple, faire autre chose que ce que leur demandent les éducateurs, comment les enfants participent eux-mêmes à la participation et à l'inclusion, et comment est-ce qu'on crée l'appartenance et à quel point les enfants participent à créer ce sentiment d'appartenance. Et nous allons citer quelques scènes recueillies dans les structures d'accueil qui montrent d'une manière très diversifiée les processus de participation et d'appartenance au quotidien. Nous voyons toutes les possibilités, comment on peut justement influencer la participation et l'inclusion des enfants. Cela dépend un petit peu du contrôle
que les enfants ont, ou bien en tant que groupe ou en tant qu'individuel, sur une certaine situation. On pourrait dire qu'ils ont un contrôle d'acteurs qui joue un rôle essentiel. Nous avons donc eu plusieurs scènes que nous avons ordonnées. Il y a des scènes qui ont été initiées par les adultes, c'est-à-dire les pédagogues ont, par exemple, dit aux jeunes, alors on va dessiner un sapin de Noël et où vous allez utiliser vos mains pour faire comme si vous étiez un sapin de Noël, etc. Cela un autre exemple, c'est où les enfants ont fait un engagement pour aider un éducateur qui voulait faire une œuvre de charité, une œuvre caritative. Et puis, nous présentons également des séquences initiées et portées par les enfants, des situations où les enfants, entre eux, les enfants agissent dans des groupes entre pairs. Lorsqu'il y a, par exemple, des lunettes de soleil, où il y a une querelle pour ces lunettes de soleil entre deux enfants. Et il s'agit d'une nouvelle interprétation de la culture des adultes, où par exemple les enfants jouent au serveur ou à la serveuse à l'heure de midi. Et puis il y a le mur de la famille, où on a plein d'images des familles, des enfants qui sont dans ces structures. Ce mur de famille représente la diversité des origines et des familles, des enfants qui sont réunis dans ces structures. Et puis, le fait d'avoir de l'influence est important pour les enfants. Par exemple, proposer soi-même ce qu'on va faire pendant la journée, le matin, ou par exemple, lorsqu'on n'a pas la possibilité de participer dans une certaine situation, ou par exemple, ne pas respecter des règles. Et cette observation montre également que les enfants peuvent également être auteurs de participation et inclusion en ayant des actions entre pairs sans intervention de professionnels. Et de cette façon-là, les enfants contribuent au bien-être de leur père, des autres enfants, en leur donnant des expériences d'autodétermination. C'est une théorie sociale de Bandura. Et cette expérience montre du fait de voir que quelqu'un d'autre fait une certaine expérience, cela peut avoir un effet positif. Alors, il faut pouvoir avoir observer un modèle d'agir sur quelqu'un d'autre et voir que cette façon d'agir est positive. Et cela entraîne justement un apprentissage. Et cela implique donc également un élément essentiel en ce qui concerne l'inclusion et la participation au quotidien dans les structures. Les enfants ont donc beaucoup de moyens pour influencer. Ce n'est pas seulement les adultes qui facilitent la participation des enfants. Dans le cadre de la pandémie Covid, où il fallait respecter certaines restrictions, cela n'a pas toujours restreint la participation, mais au contraire, cela a aidé à améliorer une culture de participation. Et ce ne sont pas seulement les grandes activités qui font la différence par rapport à la participation des enfants. Nous voyons les scènes donc on vient d'énumérer, les scènes du quotidien dans les structures, que la codécision et l'appartenance, la participation se voient au jour le jour dans les petites choses quotidiennes de la vie. On voit par exemple que la participation n'est pas seulement recensée en tant que participation lorsqu'il s'agit de certaines activités pédagogiques dirigées par les éducateurs. Souvent, ce ne sont pas des activités planifiées, mais les petits gestes du quotidien qui sont importants.
on pourrait dire on a une participation intégrée au quotidien, à contrario à une participation politique. Mais il n'y a pas un seul chemin pour réaliser la participation des enfants. Il faut toujours prendre en compte le contexte des différentes structures. Et en ce qui concerne les pédagogues, les professionnels dans les structures d'accueil, cela peut également être un message qui peut les encourager parce que la participation se fait aussi de manière spontanée, sans que les adultes doivent s'en occuper. Et il s'agit alors de bien observer le quotidien et d'observer également ces événements spontanés de participation et de les encourager. Les structures de l'éducation non formelle au Luxembourg ont également la possibilité de donner des expériences sociales aux enfants. On leur donne la possibilité de rencontrer des enfants de leur âge, de participer à des jeux avec eux, de participer en tant qu'enfant. En ce qui concerne la position des enfants, c'est le fait d'avoir cette expérience, qu'ils ont la possibilité de gérer leur propre quotidien qui font la différence. Et cela aide les enfants à faire ces expériences de participation et d'inclusion et peuvent donc mener au respect des droits de l'enfant. Les enfants sont également acteurs de participation et d'inclusion. Les enfants font l'expérience qu'ils ont le pouvoir de faire quelque chose et ils peuvent montrer quelque chose à d'autres enfants et ils font donc et de cette façon-là, ils aident également leur père dans leur bien-être et ils ont vraiment l'impression qu'ils ont une possibilité d'agir et de créer leur vie. Et ceci est un aspect très positif. Le bien-être des enfants est très lié à leur autonomie, leur initiative et leur codécision. Si les enfants ont la possibilité d'influencer et de contrôler une situation, ils ont un sentiment de contrôle et d'appartenance. Merci beaucoup. Et je passe maintenant la parole à ma collègue André Bousselin. Danke, Nicole. Donc, je suis Audrey Bousselin. Je vais vous présenter les principaux résultats du chapitre dédié à l'étude du bien-être des enfants. Dans ce chapitre, ce sont les ressentis et les opinions des enfants qui sont au cœur de l'étude et c'est en cela que l'approche est subjective. Elle est aussi multidimensionnelle au sens où ces différentes dimensions du bien-être qui vont être prises en compte, ces différentes dimensions, elles sont complémentaires. Alors là, ce graphique, enfin cette figure, elle vous représente les différentes dimensions qui ont été prises en compte dans l'étude. Sacha l'avait déjà évoqué. Alors, une première dimension, c'est ce qu'on appelle le bien-être cognitif. Ça va être la façon dont les enfants évaluent leur vie. Alors, de façon globale, est-ce qu'ils sont satisfaits de leur vie en général, et aussi de façon, enfin, dans les différents domaines qui composent la vie de l'enfant. Donc, ça va être la satisfaction par rapport à la vie de famille, par rapport à leur apparence physique, à leurs amis, au quartier dans lequel ils vivent, l'école, et pour les enfants qui sont accueillis dans les SEA, la satisfaction par rapport au SEA. Donc à côté de cette dimension cognitive, on a ce qu'on appelle le bien-être émotionnel, donc comme son nom le laisse entendre. Hein. Là, on va s'intéresser aux émotions, aux sentiments de l'enfant. Donc ça va être des émotions des émotions positives, comme le fait d'être heureux, d'être serein ou plein de vitalité, plein d'énergie. Et on s'intéresse aussi à leurs émotions négatives que sont la tristesse, l'ennui ou le stress.
Et enfin, la dernière dimension du bien-être qui est prise en compte dans l'étude, c'est le bien-être psychologique. Alors, le bien-être psychologique, il fait référence à différents éléments qui, quand ils sont réalisés, sont supposés procurer du bonheur à l'enfant. Alors, dans l'étude, ce qui a été retenu, c'est par exemple l'acceptation de soi, le fait d'être maître de son environnement direct, le fait d'être autonome, le fait d'avoir une vie qui a du sens, le développement personnel et les relations positives avec les autres. Alors, dans l'étude, comme Sacha l'a déjà évoqué, initialement, c'était une collecte de données nationale en 2019 et le contexte étant ce qu'il était, une deuxième collecte a été décidée en 2021 et dans cette deuxième collecte, en fait, on a fait le même questionnaire avec un module supplémentaire dédié aux perceptions des enfants vis-à-vis de la crise sanitaire et le même module, mais avec le point de vue des parents, ce qui va permettre de confronter le point de vue enfants et parents. Alors, le questionnaire, il est fondé sur un questionnaire international. L'avantage, c'est qu'il est standardisé, qu'il a été testé et validé depuis plus d'une décennie. Et ces données d'enquête, elles ont été associées à des données administratives, ce qui nous permet d'avoir plus d'informations sur le contexte socio-économique, et elles sont pondérées pour être représentatives au niveau national. Alors, donc c'est tous les enfants en 2019 qui résidaient au Luxembourg et qui avaient 8, 10 et 12 ans qui ont reçu une lettre d'invitation pour participer à l'enquête. Il y en a 8000 qui ont répondu. En 2021, les répondants à la première vague ont été recontactés et là, c'est un peu plus de 2000 enfants qui ont participé et 1700 par an. Alors, ce qu'on a pu remarquer, c'est que l'enquête, elle a plutôt plu aux enfants au sens où, en 2019 comme en 2021, ils sont plus de 90% à considérer qu'on leur a demandé des choses importantes dans l'enquête. Alors, le premier constat qu'on a fait avec la première vague d'enquête, c'est que les enfants au Luxembourg en 2019, ils se sentent plutôt très satisfaits de leur vie de façon globale. On a des scores de bien-être subjectif qui sont plutôt élevés. Ils sont compris entre 87 et 89 sur une échelle de 0 à 100. Alors, ces scores, ces chiffres, ils sont assez comparables à ce qui est observé dans les pays limitrophes. Et ce résultat, il est aussi cohérent avec ce qu'on observe chez les enfants qui sont plus âgés, enfin c'est chez les jeunes plutôt. Comme les différentes dimensions du bien-être sont plus ou moins fortement liées, on observe également que les scores dans les autres dimensions sont élevés. Dans chaque groupe d'âge, on remarque qu'il y a une minorité d'enfants, c'est moins de 10%, qui, par contre, va reporter un faible niveau de bien-être. Et ces enfants, ils cumulent en fait également d'autres sentiments négatifs. Donc, ils vont aussi cumuler en fait un bien-être émotionnel bas et un bien-être psychologique bas. Et si on regarde un peu les caractéristiques de ces enfants, et c'est ce que Sacha avait déjà laissé entendre, c'est que on observe que ces enfants, ils sont 2 fois plus nombreux à vivre dans une famille monoparentale que les autres enfants. Si on s'intéresse maintenant aux déterminants clés du bien-être, ce qu'on aperçoit, c'est que la famille, en fait, elle a un rôle déterminant. Ce qui va beaucoup compter pour le bien-être des enfants, c'est la satisfaction vis-à-vis de leur relation familiale. Et ça, dans les 3 groupes d'âge. À mesure que les enfants grandissent, donc pour les plus âgés, le monde extérieur, il va prendre plus de place dans leur bien-être. Et là, on voit que la satisfaction vis-à-vis des amis ou vis-à-vis de leurs camarades de classe va peser un peu plus lourd que pour les enfants plus jeunes. On remarque aussi que la satisfaction vis-à-vis de la vie d'élève, donc le bien-être, comment ils se sentent à l'école, et aussi comment ils se sentent dans le SEA pour les enfants qui fréquentent ce type de structure, et ça compte pour le bien-être. Et là, ce résultat, ce que ça nous laisse penser, c'est que les 2 formes d'éducation, éducation formelle et non formelle, ça contribue conjointement au bien-être des enfants. Donc, en lien avec les chapitres précédents,
ce qu'on a pu constater, c'est que alors, les enfants, ils se sentent entourés d'adultes bienveillants, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils se sentent entourés, ils se sentent protégés, ils se sentent supportés par tous les adultes qui les entourent, que ce soit leurs enseignants, leurs parents ou leurs éducateurs. Par contre, ils se sentent en proportion moins écoutés et moins associés aux décisions qui les concernent. Et on sait que ces deux facteurs sont déterminants pour le bien-être des enfants. Du coup, ça souligne à nouveau la pertinence en fait de leur laisser la voix pour les décisions qui les concernent, si on a à cœur en fait de promouvoir leur bien-être. Et enfin, pour ce qui concerne des droits des enfants tels que définis par la Convention des Nations Unies, ce qu'on constate en fait, c'est qu'alors qu'ils sont universels et qui devraient être connus par tous les enfants en fait, et ben c'est pas le cas. Et en particulier, on voit qu'il y a des différences de genre au sens où les filles, les filles les plus jeunes, donc les petites filles de 8 ans, elles sont beaucoup moins nombreuses que les garçons à être au courant à connaître en fait cette notion des droits des enfants. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques slides avant, l'enquête qui a été reproduite en 2021, elle avait un module dédié sur les perceptions des enfants, sur leur vie quotidienne après plus d'1 an de pandémie. Et ce qu'on a constaté, en fait, c'est que le fait de ne pas pouvoir voir leur famille ou leurs amis à leur aise, le fait de ne pas pouvoir pratiquer leurs activités à un rythme habituel, l'ennui et la solitude, ce sont des sentiments qui priment davantage que leurs inquiétudes par rapport à leur propre santé. Ils sont aussi plus inquiets pour la santé de leurs proches que pour leur propre santé. Alors ce que ça laisse entendre, c'est qu'ils ont un comportement, une attitude altruiste. Ils ont à cœur de protéger les adultes ou les personnes qui les entourent, et ça permet de comprendre pourquoi les enfants sont, comment les enfants sont enclins à se conformer à des règles qui sont assez restrictives pour eux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les parents ont une vision différente de ce qui préoccupe leurs enfants. Et à nouveau, ce résultat, en fait, on peut l'interpréter comme un plébiscite, en fait, pour tenir compte de la voix des enfants, en fait, pour les expériences qui les concernent. S'agissant maintenant de la vie de famille après plus d'1 an de pandémie, on peut se dire qu'avec le confinement, le télétravail, les épisodes successifs d'école à la maison, en fait, les familles, elles ont passé plus de temps ensemble et ça peut être source de tension. Et effectivement, on voit qu'il y a la moitié des enfants, on observe que la moitié des enfants sont majoritairement d'accord pour dire qu'il y avait davantage de tension au sein de leur famille. Mais on voit également dans le même temps que les 3/4 des enfants sont majoritairement d'accord pour dire que en fait, leurs liens familiaux se sont resserrés. Ils sont la moitié à dire qu'ils apprécient, ils sont la moitié à être majoritairement d'accord pour dire qu'ils apprécient de passer plus de temps en famille. Et là, à nouveau, on observe que les parents ont des perceptions différentes de leurs enfants. Ce qui était assez formidable en fait avec cette collecte double de données, c'est qu'on a pu faire un comparatif 2021-2019. Et donc ce qu'on a fait, c'est de comparer en fait les activités quotidiennes des enfants au printemps 2021 avec celles qu'ils avaient au printemps 2019, toujours pour les mêmes groupes d'âge. Et donc ce qu'on observe, c'est que les enfants, ils voient un peu moins souvent leurs amis en dehors de l'école en 2021 qu'en 2019. On note aussi que leur participation à des activités extrascolaires structurées, donc le fait de pratiquer un sport dans un club ou de la musique dans une association, c'est un peu plus bas au printemps 2021 qu'au printemps 2019. Alors là, une question légitime que tout parent
éducateurs se posent, c'est est-ce que ça a été compensé par d'autres activités et notamment par les écrans. Et on peut le penser puisqu'on voit que l'usage quotidien des réseaux sociaux, il est beaucoup plus fréquent en 2021 qu'en 2019, surtout chez les plus jeunes, donc chez les enfants de 10 ans. Et on voit aussi que les enfants, ils jouent plus quotidiennement aux jeux électroniques en 2021 qu'en 2019. On n'a pas noté de différence sur le fait de visionner des films, des séries ou des télés. Là, les niveaux sont assez comparables. Et la dernière chose qui a été faite dans l'étude, c'était de comparer les niveaux de bien-être au printemps 2021 avec le printemps 2019. Alors, ce qu'on observe, c'est que les enfants, ils reportent davantage de sentiments négatifs en 2021 qu'en 2019 à groupe d'âge donné. C'est-à-dire que si on regarde ce que les enfants disent de leur bien-être émotionnel, les enfants de 10 ans disent de leur bien-être émotionnel en 2021 avec ce que les enfants de 10 ans disent de leur bien-être émotionnel en 2019, on voit que maintenant, fin 2021, ils sont plus nombreux à dire qu'ils vont mal. Par contre, ce qu'on observe, c'est que le niveau de bien-être subjectif global, donc c'est la façon dont ils évaluent leur vie de façon globale, elle est toujours élevée en 2021. Donc elle est comprise entre 88 et 82 sur une échelle de 0 à 100. Et ces chiffres sont comparables à ce qu'on observe en 2019. Donc, comment on l'interprète ? On peut se dire que les enfants, en fait, ils se sont adaptés à la situation telle qu'elle est, et c'est assez cohérent avec les études sur le bien-être qui ont tendance à montrer que les individus, en fait, ils s'adaptent après un choc. En fait, les individus s'adaptent et retrouvent leur niveau de bien-être, le niveau de bien-être qu'ils avaient avant le choc. C'est aussi cohérent avec ce qui a été avec la dynamique en fait de bien-être qui montre que là en fin 2021, deuxième semestre 2021, les niveaux de bien-être ont tendance à réaugmenter et retrouver le niveau de 2010, enfin d'avant la pandémie. Là, évidemment, ça appelle à des analyses approfondi où on aimerait bien confirmer ce résultat et l'approfondir, et notamment en étudiant les dynamiques de bien-être pour des groupes d'enfants particuliers, et notamment les enfants les plus vulnérables. Voilà, donc je pense que j'ai été plutôt bonne dans le timing. Alors, pour ceux qui sont intéressés par avoir davantage d'informations, le rapport complet il est disponible sur le site du ministère de l'Éducation nationale, à l'adresse qui est indiquée en bleu. Voilà, et je crois que maintenant c'est le temps pour les questions. Voilà. Merci beaucoup. Ja, Fragen sind ganz. Les questions sont les bienvenues en français et en allemand, même en luxembourgeois. C'est possible aussi. Nous restons ici, sur le podium. C'est tout simplement plus simple pour pouvoir vous répondre en utilisant les micros et en écoutant l'interprétation. Ja, liebe Kolleginnen, Chers collègues, tout d'abord, félicitations
pour ce rapport sur la situation des enfants. C'est quelque chose d'inédit. C'est une lacune qui est comblée. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est la mise en relation avec les droits à la participation et une approche basée sur les droits des enfants. Donc, le bien-être grâce à la codécision et grâce à la participation et l'intégration des droits de l'enfant. Je tiens à souligner cette approche parce que pendant longtemps, il n'y avait pas de prise de conscience et cet élément vient d'être souligné dans ce rapport. Ce sont des éléments qui vont ensemble, à savoir la reconnaissance et le respect des droits de l'enfant et, d'autre part, l'intégration de ces éléments pour le bien-être des enfants et des jeunes. Bien sûr, sur la base de vos observations et avez-vous des recommandations pratiques? Pourrez-vous élaborer des recommandations pratiques qui pourraient être peaufinées au cours des années à venir? Merci pour cette question. Je vais essayer d'y apporter des éléments de réponse. Oui, c'était très intéressant d'observer que dès qu'il s'agissait de participation, de simulation de politique, de voir que ces processus ne doivent pas toujours être très inclusifs. Bon, il y a des conditions qui doivent être remplies par les enfants pour pouvoir participer, une certaine maturité, des compétences linguistiques, comprendre la langue, pouvoir rester tranquille et assis pendant un certain laps de temps, se forger un avis. Et quand on voit, par exemple, les crèches, bien sûr, c'est difficile si l'on crée des situations de participation basées sur le langage. Non, là, la participation des enfants est différente. Il s'agit d'éléments qui sont beaucoup plus proches de l'enfant. Donc, il ne faut pas se dire que si l'on regarde un manuel et l'on voit le mot participation, que cela permet donc d'adresser tous les enfants dans une institution, dans une structure. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte pour forger la pratique au quotidien. Oui, et je vais jeter une passerelle par rapport à l'enquête quantitative. Le volet quantitatif, et Audrey l'a présenté. Si l'on peut généraliser, les enfants sentent que l'on prend bien soin d'eux, plein d'eux, plutôt que pleinement participatif. Si l'on regarde les valeurs, est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu as l'impression que les adultes soutiennent? Ces valeurs-là sont un peu plus élevées que pour les questions. Est-ce que tu sens que tu participes? Est-ce que tu as l'impression que les adultes t'écoutent et que tu peux participer? Et au Luxembourg, nous avons vu que quand l'âge avance, il y a de moins en moins d'enfants qui disent je peux participer. Et ça, c'est surprenant parce que d'après les recherches empiriques, c'est l'inverse. Plus les enfants sont âgés, plus ils ont tendance à dire je me sens concerné, je participe. Ils font l'expérience de participer. À 12 ans, je peux participer plus ou co-décider plus qu'à 10 ans ou qu'à 8 ans. Donc, c'est à quoi l'on pourrait s'attendre. Or, ce n'était pas le constat. Et on peut en tirer des conséquences si l'on voit justement que tous les enfants ne connaissent pas les droits de l'enfant. C'est difficile de revendiquer quelque chose, de défendre quelque chose si l'on n'est pas conscient. Alors là, on peut faire beaucoup de choses dans la pratique, dans les maisons relais, dans les écoles, dans les crèches. Comment thématiser les droits de l'enfant? Il y a du matériel disponible dans différentes langues, donc c'est évident. Là, il existe des possibilités. Autre élément, l'apprentissage de la démocratie est un objectif important. La participation ne se fait pas de toute seule. Je le constate dans d'autres pays, en Suisse également. Alors, la participation, oui, aborder la démocratie même en crèche, peut-être, oui. Mais
Ce qui est important, c'est que les enfants participent, laissent également d'autres co-décider, donner un sentiment d'appartenance à d'autres. Ça ne doit pas toujours être nécessairement l'adulte qui facilite tout cela. Parfois, il faut voir également ce que font les enfants entre eux. Et ça aussi, c'est un message pratique. Et ce n'est pas comme si moi, en tant qu'éducateur, je sois toujours responsable de tout mettre en œuvre, de tout organiser. Les enfants, eux aussi, sont des collaborateurs de l'activité pédagogique. On peut en discuter de manière critique, mais cela a également une connotation positive. Le micro est allumé. En français, comme c'est pour Madame Bousselin. En fait, étant donné l'importance du sentiment des enfants d'être entendus et aussi des relations avec les parents pour leur bien-être, je me suis demandé si dans votre étude, vous avez des indications qu'une différence ou les différences entre les vues des parents et les perceptions que les parents ont sur les soucis de leur enfant et d'un autre côté des soucis que les enfants expriment, si cela prend une importance, une influence sur leur bien-être. Oui, voilà. En fait, on n'a pas encore regardé si cette différence, en fait, elle était déterminante pour expliquer des différences potentielles de bien-être. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est pas sur tous les mêmes thèmes. Par exemple, pour les préoccupations des enfants liées à la santé, là, les parents sont assez clairvoyants. Il y a une synergie. En fait, la vision est la même. Par contre, ce qu'on avait constaté, c'est que les enfants y reportaient davantage d'ennui et de solitude que ce que pensaient leurs parents. Voilà. Est-ce que je peux... Merci. Bonsoir. J'aurais une question. Vous avez examiné la participation des enfants dans l'éducation non formelle, mais les enfants passent beaucoup plus de temps dans les structures d'éducation formelle. Et qu'en est-il de la participation des enfants dans l'éducation formelle? Est-ce que ce serait un sujet à analyser? Est-ce que là aussi, on pourrait se poser la question suivante? Comment améliorer la participation des enfants dans les structures d'éducation formelle? Je vais essayer d'y répondre. Nous l'avons dit tout à l'heure, il y a la loi sur la jeunesse qui a été élaborée. Et ce que nous avons examiné ici, c'est surtout le secteur non formel. Nous en avons besoin pour les prochaines étapes, mais en même temps, avec les collègues, les enfants, bien sûr, ne sont pas simplement accueillis dans des structures non formelles, mais également à l'école. Nous sommes dans un échange, nous sommes en train de voir quelles pourraient être les premières étapes et voir également comment intégrer ces constats dans d'autres cadres également. Ok, merci. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour le Kannerbericht, parce que je trouve que c'est super important vraiment de donner une voix aux enfants. Alors, en fait, j'ai une question à Audrey, puisque je sais que vous allez encore continuer à regarder un peu les données. Donc, je voulais voir si vous avez trouvé en 2021, si vous avez trouvé des différences en regardant donc le well-being des enfants, si vous avez trouvé des différences de genre, de statut socio-économique,
et d'âge. Et la deuxième question, c'est lorsque vous continuez, est-ce que vous allez comparer les mêmes enfants, donc les enfants qui avaient l'âge de 8 ans en 2019, les comparer avec, voilà, lorsqu'ils ont maintenant 10 ans en 2021, et respectivement la même chose. Donc vraiment, puisque vous avez une chance superbe de pouvoir faire ça. Alors, merci Claudine pour la question. Alors, pour ce qui est des comparaisons approfondies des différences de bien-être selon différents critères socio-économiques, là, c'est une partie de l'analyse qui n'a pas été encore faite. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en 2019, on voyait déjà que le genre ne jouait pas sur le niveau de bien-être. Donc, mais là, on a vu qu'il y avait un peu plus, par exemple, de sentiments négatifs ou reportés par les petites filles. Donc, effectivement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des différences de genre dans la façon dont elles reportent le bien-être. Et pour ce qui est de la deuxième question concernant les comparaisons, en fait, il y a deux options possibles. C'est soit on considère qu'on va comparer le bien-être des enfants de 10 ans en 2021 avec celui des enfants de 10 ans en 2010. Et en faisant ça, en fait, on neutralise un peu le fait que le bien-être peut évoluer avec l'âge. C'est ce qui a été fait ici, c'est le choix qui avait été fait ici. On a aussi l'autre option, c'est de regarder plus au niveau individuel, en fait, au niveau de l'enfant, quelle est sa dynamique de bien-être. Donc, en fait, le champ est quand même assez large. C'est deux partis pris différents et ils ne sont pas exclusifs. Je pense que chaque approche, en fait, pourrait permettre de répondre à des questions différentes. Donc, les deux seraient effectivement intéressantes. Hallo, ich mache mal in Deutsch. Je vais poser ma question en allemand. Je ne sais pas encore à qui l'adresser. J'ai une question à propos de la qualité des relations entre le personnel encadrant et les enfants dans les structures. Y a-t-il des conclusions qui ont pu être tirées? Vous avez beaucoup parlé de l'importance de la participation pour le bien-être des enfants. Et j'imagine que la qualité des relations est importante également. Y a-t-il déjà des éléments que l'on peut filtrer? Donc, dans ce micro-monde, les relations interpersonnelles, quelle est leur influence? Et que ce soit maintenant des approches de participation ou des approches démocratiques, qu'en est-il si les relations interpersonnelles entre les enfants et les encadrants ne sont pas optimales? Y a-t-il déjà des conclusions à tirer qui seraient utiles pour la pratique? Par exemple, si l'on crie beaucoup, eh bien, le bien-être est peut-être moindre. Y a-t-il déjà des conclusions en ce sens qui auraient pu être tirées? Ja, danke für Ihre Frage. Merci pour votre question, qui est tout à fait justifiée. Nous pourrions essayer. Ce serait possible à partir des données recueillies. Ce que nous savons, en tout cas, c'est que la satisfaction concernant la structure d'éducation et d'accueil formel est liée au sentiment de bien-être général. Donc, il y a un lien. Donc, il y a un lien selon la tranche d'âge. C'est déjà un constat important. Bon, il faut voir également quel était le point de départ. Il y a 20 ans, ou plutôt les structures d'éducation et d'accueil non formels ont évolué récemment. Et pour les enfants, il est important de s'y sentir bien. Donc, cela renforce l'éducation non formelle, mais lui donne également beaucoup de responsabilités. Maintenant, quels sont les éléments qui jouent un rôle? C'est une question un tout petit peu différenciée. Il faudrait examiner les choses de plus près. Mais oui, nous pourrions voir si
Les enfants qui disent se sentir soutenus par les personnes de référence, est-ce que ces enfants se sentent bien dans les maisons relais par rapport à d'autres qui ne le disent pas? Mais nous ne l'avons pas encore fait, mais ce serait possible. Ce serait sympathique. Parce que c'est le début, ce sont ces micro-environnements. Oui, oui, il existe encore de très nombreuses données qui pourraient être examinées pour l'avenir surtout, et rédiger d'autres rapports sur ces questions. Vielleicht ist es auch nur eine Verständnis. Peut-être c'est une question de compréhension. Pour ce qui est de l'étude sur la participation, il a été dit qu'il fallait tenir compte des différentes structures. Et si j'ai bien compris, pour ce qui est des assistants parentaux, alors vous n'avez peut-être pas une approche évaluative sur ce volet en particulier, mais peut-on dire que le cadre dans les maisons relais et les crèches est tellement différent par rapport à l'assistance parentale? Y a-t-il des différences pour ce qui est des possibilités de participation, des options de participation? Peut-on dire quelque chose à propos de la diversité des structures et des services fréquentés par les enfants? Danke, Sabine, für deine... Merci, Sabine, pour ta question. Les assistants parentaux étaient compris dans notre échantillon. Nous avons examiné quelques concepts d'assistance parentale et il y avait une certaine réticence à examiner ce point. Quand nous avons voulu nouer les premiers contacts, la pandémie est arrivée. Donc, oui, nous avons des idées sur les crèches et les maisons relais, mais pas pour ce qui est des pratiques de participation ou la vie quotidienne des assistants parentaux. Je pense qu'il faudrait aller plus loin et voir ce qu'il en est maintenant avec les restrictions qui ont été levées. Y a-t-il des observations différentes? Parce que c'est vrai que c'est un contexte différent. Et donc, ce serait intéressant. Mais malheureusement, ce n'était pas possible à l'époque donc d'étudier cela sur plusieurs semaines. Avec ce premier rapport sur l'enfant, vous avez maintenant des éléments sur la participation des enfants et leur bien-être. Merci. C'est quelque chose de pratique pour nous. Ça nous permet de comprendre pourquoi c'est important d'intégrer ces éléments. Quelles sont les pistes que vous pourriez nous donner? Quels sont les aspects à garder à l'esprit? Quelles seront les pistes à développer en théorie, en pratique? Et quels pourraient être les risques que pourrait poser un document comme celui-ci? Merci, Naomi. Also, ich denke, eine Piste wäre vielleicht tatsächlich... Une piste serait peut-être pour nouer à cela ce que je viens de dire. La participation des enfants n'est pas identique de façon automatique à des pratiques politiques que nous connaissons en tant qu'adultes. Parce que sinon, on voit rapidement les limites de la participation. Lorsqu'on essaie de faire participer des enfants qui ne peuvent pas remplir justement ces conditions-là, lorsqu'on parle de crèches ou d'enfants issus de milieux de réfugiés, etc., qui ont fait des expériences difficiles, à ce moment-là, il faut prévoir une participation pour les enfants à plusieurs niveaux, pas seulement au niveau linguistique, par exemple, également par des images. Et ce qu'on voit souvent dans les structures, lorsqu'on est sur place, alors on voit que certains événements sont vus très positifs par les enfants lorsque les éducateurs ont pris leur temps. Il ne s'agit pas de faire beaucoup,
mais il s'agit de faire juste assez et puis laisser du temps pour peut-être changer d'idée, pour peut-être trouver une décision ou non. Et c'est cela qui est important, c'est cela qui montre toute cette grande éventail d'expériences. Et certains enfants ne veulent pas participer à de telles activités. Et il ne faut pas dire que cette attitude est négative, mais en fait, c'est l'autodétermination des enfants de dire « non, j'ai pas envie de faire ça ». C'est là que moi je le verrais. Bon, oui, il y a plusieurs pistes, c'est vrai. Il y a ce groupe de 10% d'enfants qui ont vraiment une satisfaction de vie moindre. Et il y a une très grande proportion de familles monoparentales qui sont concernées. C'est intéressant du point de vue scientifique et politique pour voir ce qui est différent pour ces enfants-là. Ce sont des enfants qui souvent participent moins fréquemment à des activités de loisirs, qui ont moins de satisfaction dans leur vie scolaire. Il y a beaucoup d'éléments supplémentaires, d'aspects supplémentaires qui jouent un rôle justement dans la vie de ces enfants-là, qui ont plutôt une situation défavorisée également de manière socio-économique. On le sait très bien, il y a environ 20% qui sont défavorisés de façon socio-économique, mais là, il faudrait vraiment se concentrer sur ce point. Mais il y a également un risque. Le risque, si on fait un tel rapport, c'est qu'il y ait une stigmatisation de certains groupes. Et on voulait justement éviter cela, de dire que les enfants de monoparentaux sont les enfants à problème. C'est justement souvent la conséquence, et c'est également décrit dans la littérature internationale, qu'on a tendance à dire, alors ces enfants-là sont des enfants à problème. Et c'est ce qu'il faut justement éviter. Et puis tu as également parlé de la codécision, et on a discuté justement avec le ministre. Il est vrai, oui, les enfants de 12 ans à la maison relais n'ont pas vraiment l'impression qu'ils ont un pouvoir de codécision. On a l'impression que les enfants un peu plus âgés se sentent moins bien dans les maisons relais parce que ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont moins de pouvoir de codécision, ce qu'on veut faire ou non. Peut-être que là, il faudrait changer l'approche pédagogique. Et puis, pour également voir la famille, c'est-à-dire la participation, le sentiment de codécision dans la famille diminue également avec l'âge au sein des familles. Est-ce que cela, c'est peut-être dû à l'approche éducative? Parce que les parents ont plutôt tendance à prendre soin de leurs enfants au lieu de les initier à la participation. Je crois que ça serait un point à élucider avant de donner des grands messages. Et puis, bien évidemment, les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, c'est quelque chose qu'on pourrait publier mieux, sensibiliser justement pour les droits de l'enfant. Bon, s'il n'y a plus de questions directement, encore un dernier point d'information. Dans le rapport sur la situation des enfants, on entend la voix des enfants. Et il faut également donner la possibilité aux enfants d'avoir accès à ce rapport sur la situation des enfants. On est en collaboration avec le Cannabureau Wiltz pour justement permettre l'accès des enfants à ce rapport. On arrive à la fin de cette conférence et je vais profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement les trois auteurs
pour cette excellente collaboration pendant ces 4 dernières années. C'était un projet vraiment génial. C'était une grande opportunité de pouvoir faire ce rapport et c'était une très bonne collaboration. Un grand merci également aux membres du groupe de travail. On a beaucoup discuté dans ces 4 années et c'était vraiment une période extrêmement intéressante. Un grand merci, surtout ces dernières semaines étaient assez stressantes pour tout préparer à temps. Alors, pour tout un chacun qui a participé à ce rapport, un grand merci. Et puis, bien évidemment, un merci aux enfants qui ont participé, même s'ils ne sont pas présents ce soir. Merci d'avoir participé. Merci de votre intérêt. Nous sommes très contents de vous voir si nombreux. Je vous invite à rester encore un petit peu pour prendre un verre ensemble dans la salle panoramique au rez-de-chaussée. C'est une très belle salle avec une vue excellente. Je vous invite vraiment de se retrouver à cet endroit, de prendre un verre ensemble, une petite collation. Merci beaucoup et bonne soirée. Finalement, c'est ça. Finally, yeah, it's done. Oui.